Bonjour, bienvenue à cette rencontre avec BGE Bretagne et notre invité aujourd'hui. Donc on est content de vous organiser cet événement. Ça fait un petit moment, hein, Stéphanie, qu'on n'avait pas organisé un webinaire et on a attendu que la rentrée se fasse un petit peu, que tout le monde reprenne son rythme pour vous proposer cette rencontre qui va durer environ 1 heure. Donc le principe du webinaire, c'est que vous qui êtes connectés, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre, mais on va vous expliquer un petit peu comment interagir avec nous. Donc, je me présente, je suis Agnès Tosten, je suis salariée de BGE Bretagne depuis un certain nombre d'années. Moi, je suis basée à Vannes et donc sera avec moi pour justement vous aider à interagir avec notre invitée Stéphanie Lagarès. Je te laisse rapidement te présenter. Oui, donc moi je suis Stéphanie Lagarès, je suis conseillère en création d'entreprise sur le secteur briochin et j'ai la particularité que je suis chef d'entreprise aussi. Voilà, et donc je vous présente notre invité du jour, Xavier Pisson, qui nous a fait la gentillesse de prendre 1 heure sur son planning d'entrepreneur pour pouvoir vous parler de son expérience, puisque c'est ça qui est intéressant dans ce type de rencontre. Vous êtes peut-être en cours d'accompagnement, vous êtes peut-être déjà installé depuis peu éventuellement. Quelle que soit en tout cas l'étape que vous avez dans votre projet entrepreneurial, on s'est rendu compte que le retour d'expérience d'un ou d'une entrepreneuse avec du recul, ça peut vraiment être inspirant pour vous. Et puis, vous allez pouvoir lui poser des questions aussi pour confronter aussi vos points de vue. Donc, Xavier Pisson, donc breton, briochin aussi, me semble-t-il. Déjà, bonjour. Bonjour à tous. Donc, vous êtes le fondateur et le dirigeant de Code House. Ouais. Et on va un petit peu ensemble découvrir votre parcours. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer au public quelle est l'activité de Code House en quelques mots? Alors, Code House a une mission, c'est de reconnecter les hommes et la nature. Alors, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Code House, depuis 6 ans, fabrique en Bretagne des produits et notamment des poulaillers dans 7 ateliers. Ça représente une centaine de talents en situation de handicap qui construisent des produits. Donc, c'est surtout des produits en bois et en métal. Et on accompagne les particuliers, collectivités et entreprises pour l'accueil de poules chez soi. Voilà un petit peu ce qu'on fait depuis 6 ans. On travaille avec les écoles, avec les EHPAD, les hôpitaux, les grandes mairies, les petites mairies, les particuliers, les entreprises. Enfin, on a vraiment quasiment la totalité des typologies de clients et on les accompagne dans l'aventure cocotte. Donc, ça fait 6 ans déjà. Ouais. Ouais, ça passe vite. Et si on revient en arrière, il y a justement ces 6 ans, peut-être même encore avant, c'était cette idée d'entreprendre et puis plus particulièrement peut-être dans ce projet, même si Code House aujourd'hui, on verra tout à l'heure, a peut-être évolué sans que vous doutiez à l'époque que ça allait devenir l'entreprise d'aujourd'hui. Mais à l'origine, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers l'entrepreneuriat, puisqu'il me semble que vous étiez vous veniez de sortir de vos études ou de votre cycle de scolarité aussi. En fait, j'ai déposé les statuts quand j'avais 17 ans. Donc, à 17 ans, on n'a pas encore terminé les études. J'étais en train de passer le bac de français. Donc, j'avais pas encore le vrai bac. Hein, j'étais en première à l'époque. Donc, à l'origine, Code House, alors moi, des poulaillers, des poules, j'en ai depuis que j'ai 6 ans. Je suis passionné par cet animal puisque j'ai une grand-mère qui était agricultrice, dont je suis extrêmement fier, que j'ai perdu cette année et qui m'a vraiment transmis l'amour des poules. Et en fait, j'ai eu mes premières poules à 6 ans, j'ai élevé 2, puis beaucoup, jusqu'à 30 poules. Et donc, j'ai commencé à construire des poulailles à droite et à gauche. Donc, c'est quelque chose que je maîtrisais, que j'ai commencé à fabriquer chez les autres. Et au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que ce serait un moyen pour moi de me faire d'argent de poche. D'accord. Voilà comment ça a commencé. Ça ne m'a pas empêché de faire serveur en restaurant, d'être éboueur, de responsable de déchetterie, etc. Je l'ai fait aussi.
mais c'était une manière à l'origine de gagner 3 sous. Voilà comment Code Codehouse a démarré, en tout cas à l'époque. Donc, il fallait officialiser la chose et donc immatriculer une entreprise. Voilà, c'était le passage. Après, être entrepreneur, vous l'avez appris de manière empirique ou vous étiez quand même rendu compte qu'il fallait peut-être un peu des clés, apprendre à faire certaines choses pour gérer une entreprise, la développer? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Ça a été assez empirique en fait, parce qu'à 17 ans, j'avais pas fait 5 ans de business school, hein, donc je déboule dans cet univers à 17 ans, donc je ne maîtrise pas encore beaucoup de sujets, mais j'ai quasiment tout appris sur le tas. Et, et en parallèle des cours, parce que j'étais quand même principalement étudiant, en train de réviser pour le bac en plus. Donc, je faisais ça en parallèle, mais ça m'a permis de développer encore plus mes compétences scolaires, je pense, et puis de les mettre concrètement, je ne sais pas si ça se dit, de les rendre vraiment pratiques. C'est-à-dire que des problèmes de maths, clairement, je les appliquais au quotidien à l'entreprise. Donc, c'était encore plus intéressant. Donc, ouais, ça a été très, très empirique, mais il y a quand même, au départ, la création, toutes les embûches administratives pour créer une entreprise, malgré que j'avais choisi le statut d'auto-entreprise, enfin, entreprise individuelle, qui était vachement plus légère qu'une SARL. Il n'y a pas de statut, enfin, c'est beaucoup plus léger. Mais ça n'empêche que c'était un nouveau monde pour moi. Et c'est vrai que le stage préalable à la création d'entreprise m'a vachement aidé. En 2 semaines, on a débroussaillé plein de sujets et c'était très, très intéressant. Mais oui, non, j'ai aucun bagage. À 17 ans, on n'a pas du tout de bagage d'entrepreneuriat. J'ai pas de parents qui sont entrepreneurs. Ils étaient pas. Mon papa était chef d'entreprise à l'époque. Ma mère cadre dirigeante, mais ils n'étaient pas aux manettes d'une boîte. Donc ils m'ont aidé, mais c'était pas, pas transmis de savoir à ce niveau-là, quoi. Donc, il y a 6 ans, vous fabriquiez vous-même avec vos petites mains, hein, je dirais, les poulaillers. Ça se passait où? C'était dans le garage familial? C'était dans un atelier à part? Pour comprendre un petit peu par rapport à aujourd'hui, votre passe, en fait, le développement, ça a démarré comme ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire allez, je passe un cran au-dessus, mais avec une volonté, pas forcément, j'ai l'impression d'avoir votre propre grande structure avec toutes les compétences salariées. Enfin, vous avez imaginé les choses autrement. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous vous y êtes pris? Puis pourquoi aussi vous avez voulu aujourd'hui travailler comme ça? Donc au départ, oui, les poulaillers, je les fabriquais moi-même, hein. Les poulaillers, j'en ai fabriqué depuis que j'ai 6 ans. J'ai construit mon premier poulailler avec ma maman et je les ai tous fabriqués moi-même. Mais au moment où j'ai commencé à en commercialiser, eh bien, ça a pris une toute autre dimension parce que j'entamais ma dernière année de lycée, donc l'année du bac, et je ne réalisais pas du tout que mes week-ends à construire des poulaillers n'allaient pas être dédiés à la révision du bac, et donc qu'il y avait un problème de compatibilité. Et c'est grâce au stage préalable à la création d'entreprise qu'à l'issue du stage, on m'a dit « Mais Xavier, tu n'as qu'une tête, tu n'as que 2 bras. Ça va être compliqué. » Et c'est là que, assez instinctivement, je me suis rapproché d'un premier ESAT, donc établissement social d'aide par le travail, où travaillent des talentueux sur le handicap pour la fabrication des produits. Et donc, ça a été plus d'1 an de recherche avec eux pour mettre au point le produit tel que eux sont capables de le faire, puisque il y a des choses il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, des choses à optimiser. Et donc, c'est eux qui ont pris le relais. Mais au départ, oui, c'était dans le garage avec les outils de mon père que je piquais en secret, que je perdais parfois. Voilà comment ça a commencé. Ouais. Mais comment est-ce que, quand on côtoie des personnes effectivement qui ont 17, 18 ou 19 ans, il faut savoir que ça existe, ces structures
pour pouvoir permettre à des personnes qui ne pourraient pas travailler dites en milieu ordinaire, avoir quand même un emploi et puis valoriser leurs compétences. Enfin, c'est pas forcément connu du grand public, en tout cas peut-être pas à l'époque, hein, peut-être plus maintenant, mais il fallait y penser quand même. C'était vraiment une volonté ou c'était parce que c'était à côté de chez vous ou, Non, parce qu'en plus, c'était même pas, enfin, c'était à 35 minutes de chez moi. Donc non, c'était pas, je les connaissais pas avant la mise en contact. C'est une entreprise qui faisait avec moi le stage qui m'a conseillé cet établissement. Et en fait, le monde du handicap, j'ai une maman qui a toujours été très engagée pour le monde du handicap et de l'insertion professionnelle. Et, euh, et du coup, enfin, ça a été assez intuitif. Enfin, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je suis allé les voir, j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire, les machines qu'ils avaient, et je me suis dit, bah oui, en fait, aucun problème, aucun problème. Mais oui, non, non, c'est pas un milieu que je connaissais du tout, quoi. D'accord. Donc il a fallu quand même, là vous avez changé de métier du coup, puisque vous n'étiez plus dans votre atelier à passer vos week-ends à fabriquer des poulaillers, vous pouviez vous concentrer sur voilà, trouver des nouveaux partenaires, peut-être trouver de nouveaux fournisseurs, puisque j'ai cru comprendre que pour vous aussi, le sourcing de vos matières premières était important, et puis développer du coup les marchés, hein, qui allaient s'ouvrir devant vous. Ça a été, parce que là, on touche encore d'autres compétences que celle de fabriquer et de se faire connaître un petit peu peut-être par le bouche à oreille ou comme ça pouvait se faire au début, hein. Ben oui, en fait, ça a commencé. Enfin, quand on se lance, il y a une première problématique, c'est l'argent. Comment est-ce qu'on va faire pour financer la première série? Quand c'est pas nous qui fabriquons, il n'y a pas uniquement l'achat des matières premières, il y a l'achat des matières premières plus la fabrication. Et donc là, ce que j'ai fait pour la première série, c'est que j'ai fait des préventes. Donc les gens, ça c'est un conseil que je peux donner à ceux qui se lancent sur des produits qui peuvent être parfois coûteux. Plutôt que d'avancer du stock, faites plutôt des préventes. Les gens, en plus, s'ils sont attirés par la démarche, il n'y a pas de souci pour qu'ils acceptent 2 voire 3 mois de délai. Et comme ça, vous vendez les produits avant même de les fabriquer. Et auquel cas, vous avez la trésor pour pouvoir les acheter. Donc, c'est ce qu'on a fait sur les 10 premiers et sur les 10 suivants ensuite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour pouvoir vendre ces produits, il fallait une présence en ligne, une présence dans les salons. Donc là aussi, développement de compétences de vente, sans avoir fait là aussi de cours ou quoi que ce soit, hein, on apprend sur le tas. Apprendre à rédiger factures, le site internet, j'ai tout développé moi-même en HTML, CSS. Enfin, j'ai tout appris, merci Google, YouTube, mes meilleurs amis. Donc ouais, on apprend tout sur le tas et les débuts, ouais, le plus gros problème, c'était l'argent. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, tout l'argent, toutes les économies du babysitting, de mes petits jobs, etc., y est passé, hein, clairement. Tout y est passé pour démarrer. Et l'idée n'avait pas été de faire, je dirais, de manière très traditionnelle, le business plan, passer en banque, ou peut-être que ça s'est fait après pour le passage en SARL, je ne sais pas, mais puisque traditionnellement, c'est un petit peu le chemin, hein, que prennent les entrepreneurs en devenir pour monter leur business. Ouais, oui, normalement. Je dis traditionnellement, après on peut. Si, on avait fait, dans mon accompagnement avec la BGE, on avait fait, et notamment avec le stage, on avait travaillé ces sujets-là, mais en fait, jusqu'à présent, ma société n'a jamais fait d'emprunt bancaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on a commencé avec la prévente de 10 exemplaires, avec le peu d'argent de poche que j'avais pour injecter au départ. Je crois que, je sais pas, 2000 euros, enfin, c'était pas des milliers, des cents. Et on en est là aujourd'hui, 6 ans après, avec toujours pas d'emprunt bancaire, pas d'endettement bancaire à ce niveau-là.
au titre de la société. Donc, je ne suis pas passé par cette étape-là. Non, je ne suis pas passé par cette étape-là. J'ai eu une similitude avec la demande d'une aide, le pass commerce de la région Bretagne, où là, il fallait rédiger avec la CCI voilà, un dossier qui ressemblait grosso modo à un business plan. Mais voilà, non, je l'ai fait en mode freestyle. Comme beaucoup d'entrepreneurs, hein, j'ai commencé comme ça aussi, en mode, voilà, on va avec ce qu'il y a parce que c'est aussi la manière d'avancer. Où des fois, on peut se retrouver bloqué sur un projet parce qu'on n'a pas les financements. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on y croit à notre projet? Est-ce qu'on est prêt à investir nos billes? Et du coup, de mettre aussi de notre conviction et de notre argent dedans, même si c'est pas grand-chose. Ben ouais, on prend un risque, hein, et c'est chouette de voir que ça paye. Ah ouais, non, c'est ça. Puis ça montre un peu la motivation. Et aujourd'hui, ça permet de rassurer aussi. Si demain, aujourd'hui, je vais demander un emprunt bancaire, enfin, d'expliquer un peu le parcours et son engagement personnel dans la boîte, ça montre aux investisseurs ou aux banquiers qu'on y croit et que c'est pas une lubie comme ça qu'on a eu un dimanche matin, quoi. Et le fait aussi, peut-être, hein, c'est une question que je pose, d'avoir fait le choix de collaborer avec des structures existantes qui avaient déjà les infrastructures, qui avaient déjà les compétences, le savoir-faire, et avec l'engagement humain aussi qu'ont ces structures. C'est peut-être aussi ce qui a permis de ne pas passer par une case financement bancaire traditionnel. Est-ce que ça aurait pu être aussi ce choix que vous auriez pu faire, hein, au bout de 3-4 ans, de vous dire, allez, maintenant, j'ai mon propre atelier. C'est pas cette option-là que vous avez choisie. J'y ai pensé fortement parce que, alors c'est sûr, ça dépend des activités. Moi, j'avais une activité, grosso modo, d'achat-revente. J'achetais la marchandise, je la faisais fabriquer, je la fais fabriquer, je fais usiner, etc. Et ensuite, je vends le package. Donc, j'ai pas un métier comme un boulanger ou un charpentier ou un menuisier. J'ai pas besoin d'acheter des machines, etc. Donc, le peu d'investissement que j'avais au départ, c'était dans la com, dans des outils informatiques pour développer, dans les salons, enfin, c'était beaucoup autour de ça. C'est comment vendre mes produits, c'était pas comment les fabriquer. Parce qu'en effet, j'avais en appui ces structures-là qui m'évitaient de me soucier de ces soucis-là. Mais après, rapidement, lorsque l'entreprise s'est développée, on s'est forcément posé la question. C'est-à-dire qu'au départ, c'est bien, mais la valeur est quand même répartie. Et c'est toujours intéressant de gérer la valeur dès le départ. C'est-à-dire qu'on augmente ses marges si on gère bien. Et qu'on a du volume, on est capable d'écraser ses marges en faisant soi-même. Donc, la question, Alors justement, il y a Nadine qui pose la question, est-ce que vous avez fait une étude de marché et avec qui l'avez-vous faite, hein, au tout démarrage? Alors, au tout démarrage, et alors ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai fait avec personne. Enfin, il y a personne. J'ai payé personne pour faire cette étude de marché. En tout cas, c'était la question. Une étude de marché, il y a plein d'outils qui peuvent vous permettre d'ajouter des briques dans votre étude de marché, notamment Google, là encore, est votre meilleur ami. Voilà, il y a plein d'outils. Search Console, par exemple, l'outil Google qui permet d'avoir les statistiques de recherche sur des mots-clés, peut vous donner des indices. Si jamais vous voulez travailler en ligne, enfin sur de la vente de produits en ligne. Donc moi, j'ai utilisé tous ces outils-là et j'ai aussi utilisé des questionnaires. Questionnaire papier, questionnaire en ligne, Google Form aussi, votre meilleur ami pour rédiger un questionnaire et avoir des statistiques très claires. J'ai l'impression que je suis employé de Google et je fais de la pub pour eux. Non, mais c'est vrai que ce sont des outils qui sont gratuits, mis à disposition et ça nous facilite vraiment la vie. Exactement. Alors, gratuit, mais c'est vous le produit. Mais ça n'empêche que ça nous permet, voilà, de faire beaucoup de choses. Et cette étude de marché, en fait, ces formulaires papier, je me suis dit, où est-ce que sont les personnes qui ont des poules? Parce que j'avais aucun intérêt d'aller demander à mes cousins ou les membres de ma famille qui n'ont pas d'animaux. Enfin, répondre à des questions pour des gens qui n'ont pas d'animaux, enfin, qui n'ont pas de poules, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, je me suis dit, ces gens-là vont en jardinerie
au rayon poulailler. Et donc là, oui. Donc là, je me suis pointé chez Truffaut. Faut être gonflé quand même un petit peu. Et il faut être très gonflé, mais je me suis pointé chez Truffaut en parlant du projet Code Codehouse. Donc j'avais 17-18 ans, en parlant du projet Code Codehouse auprès du directeur du magasin de Saint-Brieuc. Et il a beaucoup aimé. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté le prototype dans le magasin. Et au-dessus de ce prototype, donc on avait tout mis en scène avec, vraiment, il était vraiment très mis en valeur par rapport aux autres produits qui étaient commercialisés dans le magasin. Donc j'étais ravi. Et donc les gens pouvaient le précommander. Et à côté, j'avais mis les formulaires papier pour récolter ces fameuses enquêtes d'études de marché. Donc les questions, c'était avez-vous des poules? Oui, non. Si la question c'est non, bon, en voulez-vous? Si la question c'est non, pas la peine de lire la suite des questions. Mais ça permet comme ça d'être sûr que vous avez vraiment des cas d'études intéressants. Et puis ensuite, c'est les questions, quel budget êtes-vous prêt à mettre dans l'achat d'un poulailler? Combien de poules souhaitez-vous? Enfin, tout un tas de questions techniques qui vont permettre de répondre à est-ce viable ou non ce projet. Donc voilà comment j'ai fait mon étude de marché. Je n'ai pas déboursé un centime et j'ai voilà, l'astuce que j'ai trouvée, c'était ça. Mais il y en a tellement des astuces. Ouais, vous avez plus fait preuve de bon sens, de pragmatisme, et puis vous dire, moi, il faut que je sache effectivement, comme vous disiez, est-ce que tu as des poules, est-ce que tu en veux, et puis ton budget, oui, c'est le Graal quand on fait une étude de marché d'avoir ce genre d'informations, effectivement. Et donc là, ça s'est fait sur un tout petit rayon, ou au fur et à mesure, ça fait un peu la spirale pour que ça touche et des collectivités, des EHPAD. Ah oui, non. Là, au départ, c'était le site internet, etc. C'était à destination du particulier, que du B2C, principalement en ligne et dans les salons. C'était vraiment ça. Le départ, c'était ça. Donc, l'étude, c'était vraiment les magasins, les particuliers directement, et également les magasins. Donc, pour faire son étude de marché et poser des questions à ces enseignes, donc les jardineries, typiquement jardinerie, animalerie, eh bien, c'est très simple. Vous allez à l'accueil du magasin, vous demandez le responsable ou la responsable du magasin. Et puis, si vous êtes si vous tombez sur quelqu'un qui se passionne à votre projet, vous avez de la chance. Et puis, vous leur posez des questions. Ils vous offrent 5 minutes de leur temps et vous leur posez des questions très synthétiques. C'est, voilà, je souhaiterais monter une boîte et fabriquer des poulaillers en Bretagne, des poulaillers de qualité. Est-ce que vous pensez qu'on aurait notre place chez vous? Et là, vous les laissez parler. Et là, ils vous disent, oui, non, on travaille déjà avec la Chine, la Pologne, on n'a pas besoin. Oui, carrément, on a une clientèle, on a une niche dans notre clientèle qui n'achète pas nos produits et qui achète en ligne parce qu'ils veulent des produits qualitatifs. Ah, ok, là, vous creusez un peu. Et finalement, eux vous offrent énormément de réponses parce qu'eux, ils côtoient, les responsables de magasin côtoient la partie statistique. Le responsable de rayon va vous donner des réponses très, très terrain, parce que lui, il est au contact des consommateurs tous les jours. Donc, lui, il sait ce qui se passe chez les gens. Et donc, d'aller enquêter comme ça vous permet aussi d'ajouter des infos dans votre étude de marché. Ouais, vous avez vraiment fait la méthode de l'entonnoir, je creuse. Ouais, plus en plus. Okay. C'est ça. Et là, votre positionnement à l'origine, j'utilise des gros mots, mais c'était avant tout ce côté qualitatif, ou est-ce qu'il y avait derrière quand même cette idée de faire quelque chose de local, de collaborer avec d'autres structures locales, voire même de mettre en avant le fait que ce soit des structures qui proposent de l'emploi à des personnes qui ne pourraient pas travailler en milieu ordinaire. Jusqu'où en fait vous aviez été à l'époque et jusqu'où aussi aujourd'hui vous souhaitez aller maintenant dans votre discours d'entreprise presque engagée finalement sur plusieurs sujets? Des produits, alors sur le poulailler, c'est pareil, c'est pas transposable avec les projets que les personnes qui nous écoutent ont possiblement. Mais en tout cas, sur le poulailler, aujourd'hui, les gros faiseurs du poulailler sont principalement en Asie, en Pologne et en Espagne. Voilà, grosso modo, où sont fabriqués le gros du volume, sachant qu'il y a 6 ans, c'était principalement l'Asie. On ne parlait pas de la Pologne et de l'Espagne à l'époque, avant Covid. Le Covid a rebattu les cartes.
Donc, à l'époque, c'était l'Asie. Et déjà, à l'époque, les gens, quand ils achetaient des choses asiatiques, made in China, ils se posaient des questions. Donc, il y avait une appétence pour le client d'acheter du local. Après, il n'était pas forcément prêt à mettre 2 fois le prix du chinois ou de l'asiatique pour du local. Et donc, il fallait des choses en plus. Donc, le local, c'est bien. Le solide, c'est très bien. Encore faut-il qu'ils aient cette réflexion de j'investis et non pas j'achète pour consommer, mais j'investis sur le long terme parce que le poulailler, je ne le rachèterai pas dans 2 ans. Donc ça, il faut quand même des gens qui aient cette démarche. Ça vient de plus en plus. Et ensuite, la troisième question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter une autre brique qui me paraît pour moi très importante, c'est l'aspect social, l'engagement. Quand je fais un achat, j'achète le produit, mais j'achète aussi les personnes qui l'ont fabriqué. Et ça a démarré comme ça, avec ces trois piliers qui sont d'ailleurs aujourd'hui le nom de ma société. Code Coathouse, c'est la marque qu'on appose sur les produits, comme, je ne sais pas, Sojasun, typiquement. Sojasun, c'est groupe Tribala qui a changé de nom récemment, mais il y a le nom de la société, puis des marques. Et donc, nous, c'est la marque Code Coathouse. Parce qu'il y a Isabelle qui pose la question de la forme juridique de Oui. l'entreprise. Est-ce que c'est une URL, une micro, une SARL? Au tout début, c'était une EIRL. Donc, entreprise, Ok. je ne sais pas si ça existe, ce statut. Donc, l'équivalent d'une auto-entreprise. Donc, avec tous les mois, déclaration du chiffre d'affaires, point barre. C'était très simple. Pour démarrer, c'était parfait. Je n'avais pas de temps, je n'avais pas d'argent pour dépenser, pour acheter le service d'un cabinet comptable. Voilà, c'était très, 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 très bien pour le départ. Et maintenant, on est sur une SARL unipersonnelle, donc une EURL. Donc, associé unique. Je suis le seul associé de la société. Et donc, cette EURL s'appelle LQE Nature. Pourquoi LQE? Local, qualité, engagé, par nature. Donc, en fait, ces 3 piliers qui étaient à l'origine, qui sont venus de manière empirique, sont devenus des piliers très, très forts à tel point que c'est le nom de la société. Donc, voilà un peu. Et ça, c'est venu avec le temps, en fait. Au départ, je n'avais pas tamponné ces 3 piliers-là. Quand je vendais un poulailler, il était fabriqué en Bretagne. Oui, bon, bah, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que votre démarche, elle a intégré ces 3 piliers dès le début, sans que ça soit prémédité peut-être même. Et ce qu'on peut remarquer, parce que le sujet central qu'ont toutes les structures, même les nôtres, c'est effectivement l'engagement local, environnemental, sociétal. Et donc, beaucoup aujourd'hui de structures sont en cours de repenser leur modèle économique pour justement pouvoir intégrer ces piliers, alors que vous, ils étaient déjà intégrés dès le début, finalement. Avec du recul, vous vous rendez compte de, même si vous ne l'aviez pas pensé comme ça et pour vous, c'était naturel de le faire, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous pouvez même être peut-être consulté par d'autres structures dans d'autres domaines pour comprendre aussi comment vous avez mis ça en place, puisque c'est un sujet central dans les modèles économiques actuels? Ah ben, clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les bilans, on parle de la partie du hors comptable, toute cette partie sociétale et environnementale. Nous, c'est vrai s'il fallait faire un bilan RSE dans notre société, on coche quand même beaucoup de cases. On coche beaucoup de cases et en fait, oui, on ne l'a pas fait pour cocher les cases, on l'a fait parce qu'on l'a fait, point. Oui. Et finalement, on coche ces cases-là, donc on est peut-être en avance par rapport à certains. Ça n'empêche que... non, ça n'empêche rien du tout. Ouais, on coche des cases, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'est bon, c'est revenu. Il y a parfois où on se demande, est-ce que c'est le bon modèle? Parce que finalement, on est assez dépendant de ces structures avec qui on travaille. Et donc, c'est avec les aléas. Là, en 6 ans, il y a eu énormément d'aléas. Il y a eu pénurie de bois, augmentation du bois. On est quand même sur un x2. Donc, un x2 sur la matière première qui compose, grosso modo, la totalité de votre produit. Chaud, très chaud. Comment l'expliquer à son client? On ne va pas faire x2 sur le prix de vente. Donc, derrière, ce n'est pas évident. Il y a eu des crises Covid, donc beaucoup d'ateliers qui ont dû fermer sur des périodes parce que contamination de certains salariés. Donc,
Ouais, il y a des choses cette fabrication sous-traitée, même si j'aime pas ce terme-là parce que c'est une relation qui est bien au-delà de la sous-traitance. On voit pas un bon de commande avec un produit à fabriquer. J'y passe énormément de temps. Hier, toute la journée, j'y étais jusqu'à point d'heure. Donc, c'est une relation qui est très particulière. C'est un partenariat vraiment. Oui, ça demande à bien réfléchir à la chose. Et toujours, moi, depuis les aléas Covid, j'ai une règle en tête, c'est ABC. Plan A, plan B, plan C. Plan C, si vous voulez vraiment vous sécuriser, mais au moins plan A, plan B, essentiel. Et ça, peu Même, c'est importe. même jusqu'au D, hein. Donc je dis, il y a même le plan D derrière. Ah ouais, ouais. Moi, je vais jusqu'au D, ouais. C'est super important. Et ça, il faut toujours mémoriser cette méthode, plan A, plan B, plan C, plan D, pourquoi pas. Peu importe. Les fabricants, si vous êtes dépendant d'un fabricant, les matières premières, vos fournisseurs, vos prestataires. Si demain, je ne sais pas, votre fournisseur du bois se casse la pipe ou que je sais pas, votre chauffeur tombe malade, voilà, c'est quoi le plan B? Donc, ça, quand on travaille avec des structures en plus type ESAT, entreprise adaptée, on est sur des entreprises qui ont encore plus d'aléas, je trouve. On est obligé d'anticiper ce qu'on ne peut pas anticiper en temps normal, en fait. Ouais, Exactement. c'est ça. Ouais. Exactement. Et justement, et ces plans, on ne va pas faire tous les lettres de l'alphabet, mais est-ce que vous aviez donc scénarisé ces options-là? Est-ce qu'elles vous obligeraient demain à devoir faire des compromis sur certaines choses aujourd'hui qui vous seraient difficiles, comme au niveau de votre sourcing, par exemple? Parce que les matières premières, le bois, bah oui, hein, c'est toujours compliqué. Hein. Oui, bah oui. Ouais. Donc là, l'année passée, alors, je suis toujours perdu puisque on raisonne en année scolaire ou en année civile. Alors, l'année 2022, il 2023. y a 2 ans. Il y a 2 ans, on s'est tapé 6 mois sans bois. 6 mois sans bois. Parce qu'on s'était arrêté sur du bois breton. Donc, dans notre discours de communication, c'était des poulaillers bretons fabriqués avec du bois de Bretagne. Bon, ok, cool, c'est bien. Mais du coup, on s'était tellement enfermé dans cette case que derrière, on n'était pas allé chercher le plan B, plus que ça. Et quand la crise du bois, enfin, vous en avez entendu parler, hein, tous les gens qui construisaient des maisons à l'époque, ça a été une catastrophe parce que le bois partait aux États-Unis et en Chine, parce qu'ils payaient plus que ce que nous, on était habitués à payer. Donc, l'offre et la demande, ben voilà, nous, on se retrouvait sur le carreau, sans bois, pendant 6 mois. Donc, du coup, depuis, cette règle a évolué. Ça, c'est les aléas qui font évoluer les règles. Ben, maintenant, on est sur du bois breton, voire région limitrophe. On va chercher de temps en temps en Normandie si on n'a pas ça en Bretagne. Mais c'est pour ça que tout le discours de communication est amené à évoluer aussi. Il faut faire très attention dès le départ de ne pas s'enfermer dans des boîtes trop restreintes parce que derrière, ça peut être compliqué auprès de son client de justifier que le bois n'est pas breton, mais qu'il est… Ben, ça va, je ne suis pas allé chercher en Chine, mais il faut faire attention. Dans certains cas, ça peut être… Et rester droit dans vos bottes aussi par rapport aux engagements que vous vouliez vous avoir aussi dans ce projet-là, peut-être Oui, oui, bah, oui, et puis on est sur une relation. Enfin, nous, ce qu'on prône, c'est le local, c'est le qualitatif. Les clients ne comprendraient pas qu'on leur vende un poulailler au même prix, avec du bois qui vient du bout du monde, qui n'est pas du Douglas, mais du baie de sapin, du bois de cagette. Il y aurait une incohérence totale. Mais il faut surtout pas s'enfermer dans les cases, il faut vraiment évoluer. Et nous, les évolutions, on les avait pas anticipées. Hein. Là, le plan A, plan B, plan C, je fais le malin, mais je n'ai pas un plan A, plan B, plan C pour tous mes sourcings, pour tout. Voilà, Rassurez-vous, vous êtes normal en fait. Hein. Même quand on fait les choses, on anticipe plein de choses. Il y a des choses où, quand on n'a pas de solution, on n'a pas de solution. Il y a des choses on peut pas. Toujours, surtout, l'idée, c'est surtout d'être avec une mécanique et de se dire, voilà, il faut pas qu'on se retrouve à l'arrêt dès au premier blocage parce que sinon, on met la clé sous la porte. Hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'on a connu, hein, nous, lors des périodes de confinement, hein, où beaucoup de professionnels ont dû fermer, clairement.
Et à l'époque, on avait rencontré les entrepreneurs, on était tous en visio chez nous, là, avec des expériences capillaires, des choses comme ça. Et c'est vrai que beaucoup étaient dans une certaine forme d'expectative, d'être complètement, oui, immobile, comme terrorisé ou anesthésié par la peur et l'inconnu. C'était assez inédit. Alors, ça a été compliqué, mais après, avec du recul, on se rend compte que ça a été une expérience peut-être difficile sur le moment, mais je pense que beaucoup ont appris aussi de cette période-là. Nous aussi, d'ailleurs, des structures comme les nôtres où on a nous continué notre travail au quotidien aussi. C'était et je pense que oui, c'est ça aussi, c'est se dire bah, si demain ça fonctionnait plus, voilà, ça peut être intéressant. Et si on revient à votre quotidien, là, parce que là, on a avec nous des entrepreneuses, entrepreneurs en devenir ou déjà installés qui vont peut-être être comme vous, seuls pour démarrer ou même seuls dans leur entreprise, avec une vie, un contexte de vie peut-être différent que vous aviez peut-être pas encore, je ne connais pas votre situation aujourd'hui, mais pas de famille à gérer ou donc est-ce que vous vous étiez mis, vous, des garde-fous sur aussi pouvoir garder du temps pour vous, pour vos amis, pour aussi vos autres passions à côté et aujourd'hui aussi, est-ce que vous avez réussi à organiser ce projet pour toujours aussi vous garder du temps pour vous voilà. Vous avez appris à le faire avec la durée. Comment ça s'est passé Oui, je l'ai appris à le faire avec la durée. Et oui, j'avais une grande famille, j'avais une trentaine de poules. Mais non, j'avais. Il faut de l'aide tous les jours. Ouais, ouais, exactement. Et ça mange, ces petites bêtes-là. Donc, ouais, non, j'avais pas du tout les enjeux qu'ont des parents avec des enfants à gérer, un besoin de rémunération nécessaire aussi pour faire bouillir la marmite. J'étais loin de ces problématiques-là. À 17 ans, en même temps, enfin voilà, il y en a certains, mais je n'étais pas du tout dans ce cas-là. Donc, j'avais pas cette charge-là mentale avant d'entreprendre. Je me pose tout simplement pas ces questions. Après, sur la partie organisation, gestion du temps, il y a quelque chose de très, très important. Ça dépend de votre profil, de vos habitudes, etc. Mais moi, je suis un profil très créatif qui est capable de passer des heures et des heures et des heures et des heures sans déconnecter parce que je suis passionné par quelque chose. Et au départ, mon entreprise était dans ma chambre. À tel point qu'il a fallu déclarer la cotisation foncière des entreprises et déclarer une surface. Quelle surface je vais mettre? Est-ce que je vais mettre la maison? J'ai appelé les centres des impôts et puis ils m'ont dit, ben non, vous mettez 2 mètres carrés de votre chambre et puis voilà. OK. Mais donc, j'étais vraiment dans ma chambre. Et alors, le gros problème quand c'est ça, c'est qu'il n'y a pas du tout de limite. Il n'y a pas de distinction entre l'entreprise et votre perso. Et donc, j'y passais mes nuits, mes journées, tout le temps. Et ah oui, oh mince, j'ai oublié d'envoyer un mail à Madame Trucmuche. Hop, on allume l'ordi parce qu'il est à portée de main et on le fait. Donc, finalement, notre cerveau ne déconnecte jamais, 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 même le week-end. Et une grosse différence, c'est quand j'ai eu mes premiers bureaux à Ploie, donc dans des locaux relais. Ça aussi, astuce, pensez aux locaux relais, puisque les collectivités, notamment les agglomérations et communautés de communes, Château-Laudrin, Ploagat, le Guingamp, Saint-Brieuc, etc., ont des locaux relais qu'ils louent à loyer modéré pour lancer les entreprises sur 1 an, voire 2 ans. Et ce local relais m'a beaucoup aidé, puisque pendant 1 an, j'ai pu être dans ces bureaux, qui étaient à 15 minutes de chez moi en voiture. Donc, j'avais vraiment ce sas qui permettait de séparer les activités, mon perso et mon pro. Ça m'a beaucoup aidé à structurer la chose et à scinder les deux. Mais oui, sans ça, dédiez-vous une pièce. Dédiez-vous une pièce de la maison. Si vous avez le grand qui est parti, récupérez sa chambre, mettez-y le bureau, votre bureau, et dites-vous, c'est votre bureau. Ça, c'est très important. Et ensuite, sur l'organisation. Ouais. Je rebondis parce que j'ai quelques questions, mais il y a beaucoup d'enthousiasme de l'autre côté, de félicitations, de personnes qui sont bluffées par
le fait d'avoir osé et qui demande comment se porte l'entreprise aujourd'hui, de combien de temps elle est ouverte, est-ce que vous avez des salariés et de combien de temps avez-vous réussi à vous sortir un salaire? En combien de temps? Au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps, pardon. Ouais. Au bout de combien de temps? Alors, l'entreprise, le projet, le Code Codehouse a 6 ans. On a commencé avec une auto-entreprise. Pardon. Ça a commencé avec une auto-entreprise. J'étais étudiant, donc pas de besoin de générer de salaire ou quoi que ce soit, pas d'enfants à charge, rien de tout ça. Donc, c'était que du bonus, entre guillemets. J'ai arrêté l'école pendant le Covid. À l'époque, l'année du Covid, donc 2020, j'étais étudiant à l'étranger, en Belgique. Mais je gérais la structure quand même en France et je vendais des poulaillers tous les mois. Mais j'étais à l'étranger. Et donc là aussi, c'était du bonus. Et au moment du Covid, donc remise en question, qu'est-ce que je fais pour le futur? Est-ce que je continue l'école? Oui, non. J'ai eu l'opportunité de passer dans Silence ça pousse sur France 5. Donc là, je me suis dit, waouh, grosse visibilité. Vous êtes un peu allé la chercher, l'opportunité, non? Pas plus. Enfin, oui, il faut les créer souvent. J'ai juste envoyé un message sur Instagram à la présentatrice. Elle m'a répondu en 15 minutes. Et elle m'a dit oui, carrément, ça m'intéresse. J'ai pas plus poussé que ça. En tout cas, c'est bien. Mais il faut les créer, les opportunités. N'attends pas qu'on vienne vous chercher. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher. Créez-les. Et ça peut être des choses très simples. Un message sur Instagram, ça prend 2 secondes et voilà ce que ça peut apporter. Donc voilà ce truc-là. Et en fait, l'année suivante, moi j'ai décidé d'arrêter et quasiment tous mes copains de l'école en Belgique ont tous arrêté les uns après les autres. Voilà. Oui, l'année Covid a été désastreuse pour tous les étudiants et surtout les étudiants qui doivent travailler physiquement sur des choses. Nous, on était en design industriel, donc on faisait des maquettes toutes les semaines. On était en atelier avec des machines pour travailler la matière. Quand vous êtes enfermé dans votre appart en France, puisque j'étais ressortissant français, c'est pas évident de travailler cette discipline. Et du coup, voilà, la décision d'arrêter et de me lancer à 100% dans l'entreprise, ça a été pendant le Covid. Il y a autre chose qui a pesé dans la balance, c'est que pendant le Covid, les gens avaient du temps et les gens qui avaient des projets de poulailler s'y sont mis à 200%. Ils avaient que ça à faire. Voilà, et à planter des patates et à cuire des poules. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à la maison. Enfin, donc, ça a été une opportunité aussi business avec une courbe qui monte en flèche puisque les gens achètent. Des magasins qui n'ont plus de marchandises aussi, puisque les conteneurs en Chine sont bloqués en Chine. Donc, ils ont des clients qui viennent au magasin pour acheter des poulaillers, ils n'ont pas de poulailler à vendre. Donc, là aussi, opportunité business. Et donc, voilà, là, c'est à ce moment-là que l'entreprise a vraiment, que j'ai converti l'EIRL en SARL. C'est à ce moment-là que je suis rentré dans les choses sérieuses, entre guillemets. Et c'est très récent que j'ai quitté le domicile de mes parents au mois de mai, cette année. Donc, il y a quoi? Il y a 4 mois. Ça fait que 4 mois que je suis plus entre guillemets chez mes parents. Donc, ça fait que 4 mois que j'ai une nécessité de dégager un salaire et de prendre un revenu. Parce que jusqu'à présent, je ne prenais rien du tout dans la caisse de l'entreprise. Tout pour le développement. Rappel, je n'ai pas pris d'emprunt bancaire. Donc, tout l'argent généré sert à continuer de développer, acheter du stock, etc. Et donc là, oui, là, les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire que maintenant, je me dégage un salaire pour payer mon appartement à Rennes. J'ai changé de département. J'ai quitté le 22 pour aller à Rennes pour me rapprocher des ateliers qui fabriquent, pour me rapprocher de Paris, puisqu'on travaille beaucoup avec les régions parisiennes et beaucoup de choses se décident là-bas encore. Et également en perso. C'est-à-dire qu'à 23 ans, vous étiez où? Voilà. Il y a aussi besoin d'un bon équilibre pro-perso. Et donc, aujourd'hui, à Rennes, je suis content. Donc le salaire, ça fait 4 mois que je prends un salaire. Mais j'avais la question depuis quand vous prenez un salaire. Avant, je ne me posais pas la question parce que je n'avais pas besoin d'argent. Enfin, je ne prenais pas parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, c'est différent. C'est que les enjeux sont complètement différents. On ne rigole plus, là. J'ai besoin tous les mois, mon propriétaire me demande le loyer. Et c'est vrai que toutes ces années-là, vous avez toujours été en mode chef de projet quelque part.
Là aujourd'hui, c'est toujours le cas où il y a une certaine routine qui s'installe avec où on peut peut-être justement vouloir monter de nouveaux projets parce que beaucoup d'entrepreneurs aussi, hein, une fois que le projet est monté, certains, On s'ennuie. il faut en passer à un autre parce que c'est leur nature d'aimer être en mode projet en permanence. Et puis, manque de bol. Pour moi, je suis un créatif. Oui, voilà. Donc, encore plus. Je m'ennuie très, très vite, mais extrêmement vite. Dès que ça roule, bon, plus d'intérêt. Et oui, et aujourd'hui, Code Cocktails a 6 ans. Donc, il y a une certaine forme de routine. Il y a des choses qui me gonflent. Et c'est pour ça que j'ai commencé à déléguer. C'est-à-dire que cette année, cette année, hein, c'est pareil, de janvier à janvier, on était 3 dans le 22. J'avais un développeur web et une chargée de com. Donc, la chargée de com est restée pendant 1 an. Donc là, ça m'a permis aussi de ne plus me sentir seul sur la structure et de déléguer une certaine partie des tâches. Et j'ai également une assistante administrative qui gère toute la partie compta, puisque ça, pour le coup, c'est ce qui va, mine de rien, vous prendre énormément de temps. Merci la France. Les charges administratives vous pompent une grosse partie de la semaine et ce n'est pas des tâches à valeur ajoutée du tout. Donc, si vous Pas pouvez les pour vous, déléguer, pour une structure, c'est pas. Donc, si on peut les déléguer, c'est bien. Après, oui, il y a des choses. Il faut rester. Ça dépend de son profil, encore une fois, mais quand on est un créatif, il faut rester sur du mode projet. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui viennent nous voir. Là, j'en ai 2 en date. J'en ai un juste après à 15h30. J'ai un rendez-vous avec une grande société française d'immobilier. On va travailler des projets ensemble. Donc, c'est des projets. Donc, on repasse en mode projet. Mais il faut faire très attention parce que le mode projet coûte beaucoup d'argent. C'est de l'investissement, oui. Prise de risque. Prise de risque. Le mode projet ne vous rapporte rien. Le mode projet vous rapporte une fois que le client signe et le client re-signe. Parce que la première signature, vous gagnez peanuts. Ça amortit un peu, quoi. Le temps passé. Ouais. Donc là, sur les poulaillers notamment, nous, on a démarré les poulaillers pour les EHPAD. On a développé vraiment des produits. On est les premiers à avoir inventé les poulaillers adaptés aux personnes à mobilité réduite, les personnes en fauteuil roulant. Ça n'existait pas. Et toute la R&D de ce produit-là, tant qu'on n'en a pas vendu, on s'assoit dessus. Donc maintenant, il faut rester en mode projet sur une partie de son temps. La semaine ne fait que 35 heures, 70 pour ma part, et comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Mais il faut rester sur le mode projet une partie de son temps pour garder cette envie d'entreprendre et cette envie de continuer. Et également, et ça c'est mon péché, malheureusement c'est là où je suis, c'est mon talon d'Achille, c'est le commerce. Il faut faire du suivi, de l'administratif, pour convertir et vendre. Et donc ça, soit on s'associe avec quelqu'un qui est très bon là-dessus, qui est sur l'opérationnel, qui est très structuré, très rigoureux, et qui va suivre les clients ou les prospects surtout pour les convertir, soit on arrive à faire les deux. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est mon cas. Voilà. Mais il faut garder ce mode projet parce que... Ouais. Et par expérience, le fait de quand même pratiquer justement ces tâches-là au démarrage pour savoir qu'est-ce qu'on délègue, pourquoi on le délègue, quel taux horaire on a dans notre zone de génie, ça permet aussi de faire des choix en conscience en fait de qu'est-ce qu'on peut déléguer ou pas. Et sur le plan A, B, C, D, de pas trop déléguer non plus, parce que si on délègue tout et que notre plan B, il nous lâche, notre boîte, elle tourne plus non plus. Exactement. Donc, on est toujours obligé d'être vigilant, même quand on délègue. On peut pas tout lâcher quand on est chef d'entreprise. On est obligé de garder, en fait, quelque chose, un lien, pour s'assurer que ça tourne, en fait. C'est un autre métier. Oui, c'est-à-dire de peut-être être moins dans l'opérationnel du quotidien, mais effectivement, c'est toujours vous le chef d'orchestre, quand même, dans l'histoire. Ouais. Et ça, c'est super. Enfin, en tout cas, moi, aujourd'hui, sur la partie administrative, l'exemple concret, j'achète 1 tonne de bois chez mon scieur, je reçois la facture, je rentre mon stock. Donc là aussi, aidez-vous d'un outil informatique. Excel, c'est bien pour démarrer, mais dans mon cas, il faut un peu plus poussé que ça. Donc un ERP
Moi, personnellement, j'utilise Dolibar. C'est un ERP qui est gratuit, qui est open source, qui fonctionne très bien pour notre cas, qui permet de gérer le stock, gérer et créer des bons de commande, des factures, etc., etc., etc. Et donc, aidez-vous de bons outils, mais faites-le au départ. Ne déléguez pas ces tâches. Parce que lorsque vous aurez saisi une centaine de factures et que vous saurez combien de temps, ce que disait Stéphanie, combien de temps ça prend, comment ça fonctionne. C'est-à-dire, moi, j'embête ma comptable, mais j'adore ça. Et je lui demande pourquoi. Mais pourquoi on fait ça? Alors, des fois, elle me dit, quand il s'agit de l'URSSAF, elle me dit, tu fais. Bon, je ne vais pas trop t'expliquer, il faut le faire. Bon, OK. Mais certaines choses, c'est super intéressant de l'avoir fait et ensuite le déléguer après. Parce on sait ce qu'on délègue. Ouais. On comprend mieux le quotidien aussi de ses collaborateurs, de ses salariés aussi, ouais, peut-être. Ouais, et puis pour recruter aussi. Pour recruter, on sait sur quels critères se baser. Moi, je trouve que c'est une vraie ressource et moi, j'invite vraiment tout le monde à y passer, même sur des choses qui sont pas confortables, parce que c'est très formateur et ça nous permet d'être plus performants après. C'est des choses que j'ai mis du temps un peu à apprendre. Je vois que le temps passe très très vite, alors il y a peut-être Oui, plein de questions. alors je reviens sur le chat parce que ça discute beaucoup, il y a beaucoup Il reste un d'enthousiasme. petit peu moins de 10 minutes, ça passe vite. Ouais, donc en fait, il y a des questions sur la communication, notamment comment tu as fait pour te faire connaître, est-ce que tu avais fait un plan de communication, combien de temps ça a pris, est-ce que tu as fait un site internet, est-ce que tu as été sur les réseaux, Ouais. comment tu as fait pour faire de la pub, Alors, vous pouvez aller sur le site Code Cut House. Il y a également pas mal Il y de a vraiment vidéos. beaucoup de félicitations aussi sur l'histoire, sur le fait d'avoir osé, d'être créatif. Voilà, c'est intéressant. Merci pour vos retours. On lui fera savoir. Pas de plan com au début, c'était à la one again, comme on dit. Ouais, c'est rock and roll. Ouais. En fait, non, pas de plan de com, pas du tout de plan de com, et même aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui peut parfois, ça peut aider. Un plan de com bien défini, ça peut permettre d'avoir des chemins déjà tracés et ne pas se poser de questions. Alors, qu'est-ce que je vais dire cette semaine? Mais non, la com, c'est mon dada. J'adore ça. J'ai aussi, je suis très, comment on appelle ça, ces gens-là qui peuvent être chiants parfois. Ils veulent que ce soit parfait. Perfectionniste, voilà. Je suis très perfectionniste sur certains sujets, et notamment la communication, c'est-à-dire qu'il faut que le post soit, voilà, que les photos soient bien centrées, etc. Et donc, ça permet d'avoir une communication claire et bien, comment dire, on va dire que la charte graphique, que les couleurs utilisées, que les logos utilisés, que le discours, on ne va pas une fois tutoyer, une fois vous voyez, etc. Que tout soit uniforme et bien compréhensible, c'est-à-dire que les gens voient la photo, ils voient la couleur, ils disent bon, c'est Code Cut House. Donc ça, je suis comme ça. Mais par contre, sur la partie com, donc les médias, il y a une semaine, on était sur zone interdite, typiquement, sur M6. Oui. Ben, là, comment ça s'est passé? C'est eux qui sont venus vers nous. Un beau jour, un mardi matin, on m'appelle, bonjour, production d'M6, on voudrait réaliser un sujet autour des poules, l'inflation face aux Français, les Français adoptent des poules pour faire des économies, c'est vrai. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir? Bien sûr. Mais comment vous nous avez trouvés? Et en fait, les médias, les journalistes et les presses et les médias TV recherchent dans leur base, dans les articles qui sont déjà écrits sur vous. Et typiquement, ils ont dû tomber sur un article d'un petit journal local, peut-être Le Pain-Thièvre, ou un petit article comme ça. Ils ont tapé poulailler France et ils ont regardé ce que leurs confrères journalistes avaient sorti. Et c'est comme ça qu'ils vous contactent ensuite. J'ai essayé d'en contacter. Coucou, je suis là. C'est difficile. Eux, c'est très condensé. Ils ont des angles. Leur directeur de rédaction dit voilà, c'est tel sujet. Appliquez-le. C'est pas l'inverse en général. Donc ça arrive comme ça. Mais sur la partie com, je dépense pas d'argent pour ça. Je fais tout moi-même. Le site internet, à l'origine, le premier site était un site en HTML. Je ne suis pas du tout informaticien. J'ai jamais appris quoi que ce soit. Google est votre meilleur ami. J'ai réussi à développer le site en HTML à l'époque avec un bouton PayPal pour acheter, etc. Là maintenant, c'est un site en WordPress. Là aussi, je paye personne pour le faire. Je le fais moi-même.
Bon, il y a des fois où c'est quelque chose que je prends du plaisir à faire, mais là aussi, notre valeur ajoutée n'est pas forcément là. Et donc, il faut réussir à déléguer des choses parfois qui vous font kiffer, mais qui vous prennent du temps, pour récupérer du temps pour faire des choses qui vont vous rapporter. Là, aujourd'hui, je fais toute la communication, donc il va falloir que j'apprenne à déléguer aussi en partie. Je l'avais fait avec Juliette, qui était chez moi en charge de com, sur la partie réseaux sociaux, etc. Mais le fait de définir un plan de communication et de se faire aider sur la stratégie, payer quelqu'un pour vous aider sur la stratégie, et ensuite, faites travailler, alors, soit vous, ou sinon, si vous avez les moyens, prenez un alternant qui va mettre en application cette stratégie, qui va avoir ce guide très clair pour travailler la communication. Ça pour moi, c'est ce qui marche le mieux, d'avoir une stratégie très claire, un plan de com, payer ce plan de com et ensuite faites-le vous-même. Mais le fait que vous l'ayez fait vous-même, c'est peut-être ça aussi qu'on ressent. Voilà, vos vidéos, le ton que vous utilisez, cette fameuse ligne éditoriale, on ressent quelque chose de très spontané, de très lié aussi à votre personnalité. Est-ce qu'avec du recul, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup finalement appuyé aussi sur votre personnalité pour développer l'image de Codehouse, puisque c'est quelque chose qu'on sent de naturel chez vous, de très inspiré. Enfin, on sent que vous aimez les poules, hein, ça part de là quand même, votre projet. Donc, Voilà. parce que souvent on pose la question, hein, est-ce que vous pensez vous appuyer sur votre personnalité pour développer votre activité? J'ai l'impression que pour vous, c'est le cas. Ça se ressent en tout cas dans votre communication. Hein. Oui, ça l'est. Et c'est là où c'est pareil, une histoire de communication. Il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent un poulet, ils achètent Code Codehouse. Il faut qu'ils achètent Code Codehouse. Il ne faut pas qu'ils achètent Xavier Pisson. Il faut qu'ils achètent du Code Codehouse. Ah oui, c'est ça, ouais. Parce que le Code Codehouse, il y a en effet Xavier Pisson qui est chef d'orchestre, mais il y a surtout tous les ateliers, il y a la fabrication locale, il y a l'engagement, il y a les 6 ans d'histoire, etc. Et c'est là où il faut faire attention quand on communique, soit on communique sur la personne, soit on communique sur la marque. Il y a une marque qui est très connue qui s'appelle Respire, avec Justine, qui fabrique des produits de soins, qui communique énormément, elle, en tant que fondatrice et entrepreneuse. Mais il faut toujours penser aussi à la marque. Il ne faut pas que votre personnalité prenne le temps de votre marque. D'ailleurs, vous mettez beaucoup en avant vos partenaires aussi, hein, et les personnes qui travaillent dans les ESAT et les entreprises adaptées. Hein, Alors justement, est-ce que c'est possible d'avoir le nom de l'ESAT, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui souhaitait le savoir? On en a 7 ateliers répartis en Bretagne. Il y a notamment ESATCO, Atelier du Douai, APF, qui est une entreprise adaptée dans le 56, qui a d'autres, Belna dans le 22. Voilà, il y a plein de structures. Un site que je peux vous conseiller pour retrouver des ESAT en fonction de ce que vous avez besoin de fabriquer ou le service que vous avez besoin de sous-traiter, c'est le réseau GESAT, G-E-S-A-T. Si c'est toujours ça, c'est là, voilà, c'est une sorte d'annuaire où vous pouvez filtrer en fonction de la chose que vous souhaitez faire. Et vous pourrez trouver comme ça des bonnes adresses. Et le mieux, c'est de s'y rendre. Hein. C'est clairement, pointez-vous et voyez ce qu'ils sont capables, les machines qu'ils ont. Ça va vous permettre de vous projeter. Voilà. Il y a aussi le portail L'Inclusion avec un K. L'Inclusion qui est un portail qui recense aussi tous les indépendants freelance en situation de handicap, mais aussi les entreprises adaptées ou les ESAT. Qui proposent aussi leurs compétences et leur savoir-faire. Voilà, il y a 2 tuyaux. Alors, je vois qu'il reste 2 minutes seulement. J'ai un truc à dire. Voilà, donc j'allais vous dire, si vous aviez une dernière chose à dire et nous qu'on ait une dernière question à prendre. Un dernier conseil, c'est oser. Oser. Juste oser. Rien n'est impossible et c'est en osant qu'on se rend compte de ça. Clairement, attendez pas que ça arrive, ça n'arrivera pas. Osez et parfois créer les opportunités. Là, typiquement, la semaine dernière, il y avait le ministre de l'Agriculture qui était là à Rennes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au salon de l'agriculture et puis je suis allé l'interpeller. Et je l'avais déjà interviewé en novembre. Il se souvenait de moi et donc j'ai pu discuter de quelque chose qui arrivera sûrement très prochainement. Je vous en dis pas plus, mais créer les opportunités, oser. Ces gens-là qui peuvent vous permettre de passer certaines portes, des dirigeants, des ministres, des élus, etc. C'est des gens comme vous et moi. Allez vers eux, sollicitez-les.
N'attendez pas qu'ils viennent vers vous, ils ne viendront pas. Sollicitez-les. Pareil pour la presse, les médias, silence ça pousse, j'ai provoqué la chance. M6, je ne l'ai pas provoqué, c'est elle qui est venue à moi, mais créez les opportunités, créez-les. Vraiment, osez, rien n'est impossible. Et c'est à force de faire. Au début, moi, je n'osais pas, j'étais là, oh là là, oh là là. Et finalement, plus on en fait, plus on se dit, wow, en fait, ça marche. Osons, continuons d'oser. Voilà, c'est le gros conseil. Et ne vous enfermez surtout pas dans des cases. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, Code Codehouse évolue. Code Codehouse, on a commencé avec les poulaillers. Là, maintenant, on attaque depuis plusieurs mois le sujet de la RSE en entreprise. Aider les entreprises à faire leur part pour la biodiversité, former leurs collaborateurs, leurs clients autour de la biodiversité. Ça, c'est un nouveau sujet qu'on attaque. Voilà, si on s'était enfermé dans la case de Code Codehouse la poule, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc, ne vous enfermez pas dans les cases. Voilà, une entreprise pivote, une entreprise évolue, c'est normal. La communication, elle est faite pour évoluer aussi. Donc, ne vous enfermez pas et osez. Merci Xavier. Bon, on ne va pas vous garder plus longtemps parce qu'on sait que vous avez d'autres rendez-vous prévus dans l'après-midi. Donc, je vous passerai un petit coup de fil, un petit mail pour… Ouais. Je vais juste vous faire la petite synthèse des sondages qui sont passés en 2 minutes. Donc, globalement, équivalent sur les territoires bretons, des 4 départements. Donc, ce sont plutôt des gens qui sont dans le dispositif Active Créa. Donc, chez nous, c'est l'émergence, en fait, du projet. Même s'il y a des personnes qui viennent de d'autres dispositifs. Ils sont plutôt au stade du démarrage de l'étude de marché ou de l'idée. Quelques-uns sont au bord de se lancer. Donc sur l'idée d'avoir testé l'idée comme toi à tes débuts, ben il y en a une majorité que non, ils n'ont pas testé encore. Donc mais il y en a qui ont prévu. Donc je pense que ça va faire émerger aussi cette envie-là d'aller plus loin, plutôt une partie à destination de particuliers et de professionnels sur les études de marché. Et le webinaire a plu énormément, on a quasiment l'unanimité et ça les a super motivés pour poursuivre leur projet. Donc, merci beaucoup Xavier. Ouais, merci. Vous pourrez retrouver le webinaire en replay d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube BGE Bretagne aussi pour information. Et quelque chose de très important, donc osez, qu'est-ce que j'ai dit? Osez, ne vous enfermez pas dans une case et ne restez surtout pas seul. Il y a énormément de réseaux. Moi, je fais partie d'un, notamment la Technopole. Si vous êtes sur une entreprise dite innovante, avec un projet innovant, quelque chose un peu qui sort un peu des règles, nous, les poulaillers, on s'appelle pas PayPal ou Apple, mais on est quand même innovant, on est une entreprise innovante, on est accompagné par Inos. Donc, pour la région de Saint-Brieuc, il y a 7 technopoles en Bretagne. Rapprochez-vous de ces structures, ça permet d'acquérir du réseau, d'avoir des petites subventions. Mais ça, la BGE vous conseillera là-dessus. French Tech également. Je suis membre du board de la French Tech de Saint-Brieuc. Là aussi, c'est du réseau, si vous êtes sur une entreprise innovante. Et puis ensuite, tous les réseaux, le CJD notamment, qui vont vous permettre de voir du monde, d'autres entrepreneurs, de discuter de vos problématiques. Là, aujourd'hui, nos bureaux sont au village du Crédit Agricole. Il y a ici ces structures. Quand vous êtes à l'étape d'accélération, c'est-à-dire que vous générez déjà du business et vous avez besoin d'un coup de pouce pour vendre plus. Pensez à toutes ces structures qui existent. Il y a énormément de structures qui existent pour vous accompagner et ne pas vous faire sentir seul. Parce que pensez que la problématique que vous avez aujourd'hui, c'est la même problématique que votre voisin entrepreneur a eue hier. Et peut-être que ce voisin l'a solutionné. Donc, si vous restez tout seul dans votre coin, vous serez là buté sur cette problématique. Alors, peut-être que si vous connaissiez le voisin, vous lui passiez un petit coup de fil, ou si vous étiez à côté, vous pourriez lui demander, et la problématique serait solutionnée rapidement. Donc voilà, c'est juste, ne restez pas seul. On pourra vous donner les relais sur toute la Bretagne, parce que vous êtes accompagné par, en général, un conseiller ou une conseillère, et qui a un ancrage sur son territoire. Et nous, toutes ces structures-là, on les connaît. On a les relais, on a les coordonnées, on a les noms, souvent des contacts. Donc, il ne faudra pas hésiter. LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous le souhaitez. On a dépassé de 4 minutes, Xavier, le webinaire. Donc, je sais que vous avez un rendez-vous à 15h30. On ne va pas vous mettre en retard. Grand merci, vraiment très inspirant. Très, très inspirant votre expérience et puis votre énergie aussi. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec nous cette rencontre. Vous avez pu interagir. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment et le prochain webinaire aura lieu au mois de novembre pour la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap où nous rencontrerons une entrepreneuse également installée sur le territoire breton.
Je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt dans les bureaux de BGE. Et puis Xavier, bisous au pool. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut tout le monde.